vous endormir, pas du tout. Il ne faut surtout pas, avec Françoise qui va prendre la parole dans quelques instants. Françoise, en fait, est spécialiste en ingénierie pédagogique chez Technologia. Elle a fait un doctorat en technologie éducationnelle. Depuis plus d'une vingtaine d'années, elle se passionne d'ailleurs pour le domaine des compétences individuelles, collectives et organisationnelles. Elle intervient également à titre d'experte conseil pour diverses organisations, tant au Québec qu'à l'étranger. Parmi les nombreux environnements d'apprentissage conçus par Françoise, une quinzaine ont reçu des prix canadiens ou internationaux. Elle va aujourd'hui parler de comment développer les compétences pour une main-d'œuvre adulte, donc comment l'andragogie dans le monde du travail doit se mettre en œuvre aujourd'hui en 2024. Donc, de nos jours, on s'emploie à moderniser nos formations grâce aux avancées technologiques du 21e siècle, mais on conserve une approche transmissive et magistrale comme le faisait Socrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est maintenant temps d'adopter pour des stratégies plus percutantes afin de provoquer des changements pertinents pour l'organisation. Cette conférence a pour but de provoquer une réflexion quant à la nécessité d'un changement de paradigme pour tout ce qui concerne le développement des compétences des adultes en milieu de travail. Françoise, à ton tour. Merci. Bonjour, merci d'être là. Mais 14 heures, l'heure est grave. C'est l'heure où il y a compétition entre votre estomac, votre système digestif et votre cerveau. J'espère que le système digestif va être compréhensif, il va laisser un peu d'énergie à votre cerveau. Alors, ce que je suis contente parce qu'on va pouvoir parler d'andragogie, j'ai ajouté dans le titre aussi l'introduction des neurosciences, qui sont nouvelles, finalement nouvelles. Ça fait juste 30 ans, là, mais c'est relativement nouveau. Alors maintenant, on en tient compte de plus en plus, puis c'est un grand plaisir parce que il y a eu une période où c'était vraiment des théories, l'apprentissage, et là maintenant, grâce aux neurosciences, c'est devenu des preuves, des faits probants, des données probantes. Alors ça, c'était un gros ajout dans notre domaine. Alors, on va parler des technologies, mais très peu, elles sont très valorisées depuis de nombreuses années, mais c'est comme si la technologie, c'est visible, c'est beau, ça flash. On change la technologie, mais au fond, qu'est-ce qu'on change en dessous du point de vue pédagogique? Peu de choses. Alors, c'est la question à se poser, qu'est-ce qui a changé depuis Socrate? Vous allez être, je pense que vous n'aurez peut-être pas la réponse. Alors, on va d'abord définir deux concepts, la question de compétences, qu'est-ce que c'est, et aussi, qu'est-ce que ça veut dire apprendre maintenant à la lumière des neurosciences. Ensuite, on va aborder, ça va se faire assez rapidement, ensuite, on va aborder 4 grands principes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi, je ne m'attends pas à ce que vous dites, oh yes, j'achète les 4, OK? Mais si vous dites, moi, numéro 2, je l'aime, lui, je vais l'implanter, OK? Moi, c'est numéro 3. C'est pas grave, je voudrais juste qu'en sortant d'ici, vous ayez le goût de vous mettre en marche, de vous mettre en mouvement vers ce que j'appellerais pompeusement une andragogie libérée. Alors, on va donc parler de notion de compétence, 4 grands principes. Alors, d'abord, la notion de compétence, vous l'avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de confusion actuellement. Ça part dans tous les sens. Et en plus, ce qui est mauvais, je trouve, c'est que c'est devenu un buzzword. Tout le monde parle de compétences. Venez développer des compétences. Nous autres, on fait du micro-learning pour développer des compétences. Tout est des compétences. Il faut faire attention parce que ce n'est pas si simple que ça. Alors, on va regarder la définition de Guy Le Boteff. Il va apparaître tout à l'heure. Guy Le Boteff dit qu'on a dans notre cerveau du matériel qui nous permet d'être potentiellement compétent. OK? Mais il faut l'utiliser. Alors, on a comme matériel, comme bagage, un bagage de connaissances, toutes les connaissances qu'on a accumulées. On a un bagage d'habileté et on a un bagage d'attitude. La neurochirurgienne ou la chirurgienne qui est représentée là est en train de se préparer à l'opération. J'aurais pu la représenter au lunch, j'aurais pu la représenter au cinéma. Son bagage de connaissances est inactif, sont en mode veille, ces connaissances. Okay? Mais quand elle va se mettre dans l'action, là, elle est dans l'action. Et c'est là que la compétence joue. Une compétence hors de l'action n'existe pas. Okay?
Alors, pendant l'exercice de sa compétence, elle doit aller chercher dans sa tête certaines connaissances particulières. Ça, elle a peut-être des connaissances de couture, okay? Mais là, ça ne servira pas tout de suite. C'est vraiment une question de sélection. Mais c'est vrai qu'après avoir coup de patience. Elle pourra à ce moment-là s'en servir, mais pour le moment, non. Elle a des habiletés qui sont stockées dans sa tête. Elle en a peut-être 600 000. Et là, peut-être qu'elle a besoin de 3 habiletés particulières à cette seconde-là. Et elle ne le sait pas encore, mais peut-être que dans 10 secondes, il va se passer quelque chose, elle va être obligée d'aller chercher 2 autres habiletés. Okay? Et c'est ça la compétence, c'est d'être capable, au moment où l'action se passe, d'aller sélectionner dans sa tête, parmi nos 3 bagages, connaissances, habiletés, attitudes, d'aller sélectionner là-dedans pour que la compétence, la tâche complexe s'exerce correctement. Ça, c'est la définition de Guy Le Botterf. Et il lui dit, pendant l'exercice de la compétence, on agence ces éléments-là qui viennent de notre bagage, on les agence ensemble, et l'agencement qu'on fait, elle va faire une autre opération peut-être dans 2 heures, ça ne sera pas le même agencement. C'est un agencement qui est contextuel à chaque fois que ça se passe. Fait qu'on ne peut pas dire, partant de là, bon, cette personne-là est compétente. Elle l'était il y a une demi-heure, elle va l'être dans 2 heures, sans doute. Mais entre les deux, ben non, la compétence n'est pas là. La compétence n'existe que dans l'exercice. Alors, lui, il dit que c'est un savoir agir. C'est l'expression qu'emploie Le Botterf. Il parle d'un savoir agir complexe. Okay? Puis il dit que dans une vie professionnelle, en général, on développe entre 5 et 10 compétences. Donc, ce sont des gros morceaux. Moi, j'ai fait le bilan de ma vie professionnelle. Vous savez, grâce à Jean-Philippe, elle est assez longue. Alors, j'ai fait le bilan de ma vie professionnelle, puis j'ai trouvé 6 compétences. Bon, là, je ne parle pas des compétences transversales, je parle simplement des compétences professionnelles. Okay? J'en ai trouvé 6, puis c'est tout, j'en ai 6, c'est correct. Fait que c'est vraiment des gros morceaux. Fait qu'il faut faire attention. J'ai vu quelqu'un qui me parlait il y a quelques mois, à propos du service à la clientèle, que les personnes qui étaient au service à la clientèle avaient 45 compétences à développer. Bon, il y a un problème de granularité. Retenez ceci, peut-être l'important, c'est Guy Le Botterf. Si vous allez chercher sur le web, vous allez voir que cette personne a probablement écrit une vingtaine de livres sur le développement des compétences dans le milieu de travail. Okay. C'est quelqu'un qui est costaud et actuellement, les gens se rallient à sa définition des compétences. Fait que ce n'est pas ma définition de compétences, c'est celle de M. Le Botterf. Maintenant, apprendre, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, apprendre, c'est transformer son cerveau. Si les personnes entrent dans votre cours dans un état cérébral X et ils ressortent dans un état cérébral X, mais ils ont perdu leur temps. Il faut qu'entre le point d'entrée et le point de sortie, le cerveau ait changé. Il faut qu'il ait évolué. Mais qu'est-ce qu'on a dans le cerveau? Qu'est-ce qu'on a dans le cerveau? Les neurones. À part ça, il y a des petites affaires, là, tu sais, des vaisseaux, des cellules gliales qui font le ménage. Mais l'essentiel, ce sont les neurones. Alors, il faut que pendant une activité qu'on fait d'apprentissage, il faut qu'il y ait des nouvelles liaisons qui se créent entre les neurones. On a 100 milliards de neurones et l'autre chiffre, 10 exposant 15, interconnexion entre les neurones. Et ça, c'est pas vrai. Vous savez, il y a le neuromythe qui dit tout se passe avant l'âge de 6 ans, vitesse. Okay? Notre cerveau évolue de la naissance jusqu'à la fin, okay? Parce qu'il crée, à moins d'avoir des problèmes peut-être neurodégénératifs, là, mais il évolue du début jusqu'à la fin parce qu'il est en train tout le temps de faire de nouvelles interconnexions. La vitesse de transmission des neurones, c'est quand même 400 km/h. C'est du gros stock. Hein? Et notre cerveau, c'est vrai qu'il est extrêmement puissant, mais il y a un problème qui vient avec ça. Il est lent, il est paresseux, puis il ne veut pas changer.
Puis il ne veut pas changer, il y a une bonne raison de ne pas vouloir changer. Imaginez, depuis votre enfance, si vous aviez accepté de changer pour n'importe quoi, n'importe qui, tout ce que vous entendez, vous dites « Ah oui, change! » Ça ne se peut pas, là. Hein? Il faut être calme, peut-être un peu. Alors, il y a une espèce de barrière de protection qui dit, le cerveau dit, un peu, on a analysé mon affaire, puis changer si ça me tente. Il y a comme une résistance. Et quand on enseigne, il faut vaincre cette résistance-là au changement. Il y a aussi le fait que pour le cerveau, c'est là qu'on peut parler de paresse un petit peu, le cerveau doit économiser son énergie. Il pèse 2% moins que 2% de notre masse corporelle et il consomme 20% d'énergie. C'est une machine à consommer. Fait que quand il y a une chance de tomber sur idle, comprends-tu? Il va le faire. Puis ça, il ne gênera pas, il va tomber en mode veille facile pour économiser son énergie. Alors, pour apprendre, il faut donc créer de nouveaux liens. Il faut maintenir ces liens-là actifs pour être capable de stocker l'information en mémoire. Ce qu'on appelle la neuroplasticité en neurosciences. Et ça nous coûte très cher en énergie. Ce que vous voyez qui scintille, c'est un apport, ça représente un apport ou une réaction entre deux neurones, les synapses, okay? Une réaction chimique qui se passe là. Et pour que l'information soit encodée, il faut que la réaction chimique se fasse et qu'elle reste, qu'elle perdure. Est-ce que des gens ici levez la main si vous ne vous souvenez plus où vous étiez, à moins que vous ayez peut-être 20 ans. Où vous étiez le 6 septembre 2011? 2001. 2001, quand il y a eu l'accident avec les tours jumelles, vous souvenez-vous? 11 septembre que j'ai dit. Oh, je voudrais voir si vous suiviez. Ben, c'est pas pire, vous n'êtes pas endormi, vous suivez. C'est magnifique. OK, le 11 septembre 2001, est-ce qu'il y en a qui ne se souviennent plus du tout ce qui était? OK. Ben, c'est ça, 4 ans, tu peux laisser faire. Mais tu sais, ça a comme brûlé les neurones. Okay? Et là, l'information est restée là pour la vie, je pense. Parce qu'il y a eu une charge émotive très forte. Et si on était capable de générer autant de charge émotive quand on forme, ça serait plus petit bonheur. Mais c'est peut-être un peu trop pour le cerveau. Alors, le cerveau, donc, je vous l'ai dit, il représente 2% de notre masse, puis il consomme 20% d'énergie. Et ce qu'il consomme comme énergie, essentiellement, c'est du glucose, du miel, si vous voulez, plus ou moins, du sirop de maïs. Mais le miel est meilleur que le sirop de maïs. Fait que c'est donc un principe de stabilité, on ne veut pas gaspiller d'énergie. Alors, apprendre, c'est transformer son cerveau, et pour le transformer, on ne peut pas rester en mode veille. J'ai beaucoup aimé la présentation de ce matin de Mme Leroux, qui disait « impliquer cognitivement ». Et je vous le dis, impliquer cognitivement, ce n'est pas enseigner, ce n'est pas transmettre. Okay? Ça, c'est trop faible cognitivement. C'est créer des situations dans lesquelles on force les gens à réfléchir. On les force à discuter. On les force à échanger des idées, à être pas d'accord, à les opposer les uns aux autres, pour que se construise la connaissance. Fait que dans cette image-là, le formateur, qui est-ce qui mène la réflexion? Mais c'est le formateur qui est en avant. C'est lui, comme il y aurait, j'ai goût d'appeler, le leadership pédagogique, ou le leadership cognitif. C'est lui qui lead. Okay? C'est pas ça qu'on veut. On veut le contraire. On veut redonner le pouvoir à l'apprenant pour que ça soit lui qui lead son propre apprentissage. Et c'est ça qu'on a peur de faire. Honnêtement, on a peur. Peur, je ne parle pas trop, peut-être des gens qui sont spécialisés en éducation ou qui ont de l'expertise et tout ça. Mais les experts de contenu résistent énormément à ça. Moi, je les adore, mes experts de contenu, là, mais ce ne sont pas des pédagogues ni des andragogues, okay? Et il faut les secouer et les sortir de là. Alors, ça, c'est l'autre principe. Apprendre ne peut pas être facile.
Ça ne peut pas. Il faut faire des connexions. Il faut que ces connexions-là demeurent. Et si vous pensez qu'apprendre est facile, vous êtes dans les patates. Okay. Ça peut être agréable, ça peut être toutes sortes d'affaires, ça peut être stimulant, ça peut être enrichissant, mais ça ne peut pas être facile cognitivement. Et un cerveau au repos ne peut pas apprendre. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça marche, il faut mettre l'apprenant aux commandes. Imaginez que vous suivez, tiens, vous faites du vélo, vous commencez à faire du vélo, puis vous allez, je sais pas, vous êtes jeune, peut-être 7 ans, 8 ans, vélo 2 roues, puis le parent qui enseigne à son enfant, c'est lui qui est sur le vélo. Regarde, il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, oublie pas, attention. Tu sais, il fait tout. Puis là, vous êtes dans mon premier cours de vélo. C'était le fun. Deuxième cours, le parent fait encore pareil, puis il enseigne tout. Ça ne marche pas, ça. Un jour, il faut y aller. Okay? Et c'est ça qu'on a peur de faire en éducation. On a peur de mettre les gens dans l'action, de peur qu'ils tombent de leur vélo. Les apprenants n'ont pas droit à l'erreur. Et les experts de contenu qui ne sont pas formés en pédagogie et andragogie ont peur de l'erreur. Et ils veulent contrôler le contenu pour faire en sorte que ça tombe. Ils ne tombent pas de leur vélo. Mais c'est le contraire, il faudrait qu'ils tombent. Il faut laisser à l'apprenant la chance de se tromper. Et ça, les experts de contenu ont vraiment pas le goût que ça arrive. Vraiment pas. Ils veulent garder le contrôle, je pense que c'est plus rassurant. Alors, si vous faites des recherches, cherchez dans apprentissage dans l'action ou active learning, et vous allez trouver beaucoup d'informations autour de ça. Il y a des milliers et des milliers de recherches qui ont été faites dans les 30 dernières années. C'est un bassin très riche de recherches. Vous pouvez chercher aussi constructivisme. Ça, c'est plus vieux quand même. Ça vient du temps de Piaget, 1960. Mais Piaget était le premier à dire « Les connaissances, ça se construit comme des Legos dans la tête et on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. » Et socio-constructiviste, ça, c'est plus Vygotsky qui a parlé de ça. Alors, principe numéro 1, un cerveau calme n'apprend pas, il se repose. Okay? Donc, mettez-le dans l'action, rushez vos cerveaux. Vous êtes responsable de 12, 15 cerveaux, rushez-les. Il faut que ça fasse mal. Alors, on va regarder comment ça se passe. Ça, c'est le mythe. L'expert est du côté gauche, l'apprenant du côté droit. Vous remarquez que les connaissances ne sont pas pareilles chez l'un et l'autre. Okay? L'expert parle, les connaissances sortent de sa bouche. Okay? Et l'expert considère, un mauvais escient, considère que ces connaissances-là vont rentrer dans la tête du participant. Mythe, mythe, rêve et mythe. Okay? Il y a un savant américain qui appelle ça, c'est David Merrill, qui dit ça, là, c'est spray and pray. Mais c'est vrai quand même, tu sais. C'est sûr qu'il se passe quand même quelque chose, là, tu sais, mais c'est trop mince comme résultat. Ce qui se passe en réalité, c'est que ce qui sort de la tête de l'expert, ce n'est en réalité que de l'information. Vous voyez, les connaissances se dissolvent et ne peuvent pas se rendre jusqu'à la tête du participant. Ce qui se rend, ce sont des petits morceaux, des petites baguettes d'information qui se rendent jusqu'à la tête du participant, qui, lui, doit choisir de les traiter ou de ne pas les traiter. Et s'il les traite, tant mieux, on est content. Puis s'ils ne les traitent pas, ils vont juste s'effacer puis tomber à zéro. Et ça, il y a 2 clientèles qui doivent comprendre ça. 1, nos experts. 2, nos apprenants. Les apprenants sont encore sous l'effet du charme et s'imaginent qu'apprendre, c'est facile. Ça ne peut pas être facile. Ils ont un travail à faire dans leur cerveau. Bon, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'environnement qu'on dessine porte les germes de ce travail-là. Il reste qu'il y a un travail à faire qui ne nous regarde pas, finalement. Notre responsabilité à nous, c'est de créer un environnement qui porte tous les germes de l'apprentissage, puis on leur donne ça. On dit, ben vas-y.
J'ai donné une image tout à l'heure à quelqu'un en parlant. Pour nous, dans notre domaine, un expert qui explique tout, qui ne veut pas que les apprenants se trompent, puis qui veut tout contrôler ça, on dit que c'est une espèce de pablum cognitif. Fait qu'il faut éviter le pablum. Ils ont l'âge de ne plus être au pablum. Puis ce qu'on va essayer de faire plus, c'est une espèce de buffet. Et de dire, voici mon buffet d'apprentissage, viens te servir, je l'ai fait pour toi. Et c'est à toi de te nourrir. Moi, je ne peux pas. On ne peut rien faire pour quelqu'un d'autre. Vous avez quelqu'un de malade à côté de vous, même si vous mangez un steak, ça ne va pas le faire guérir. Non, c'est vrai. C'est la même chose avec les connaissances. OK. Alors, nous, notre rôle, c'est de sélectionner judicieusement les connaissances. Pourquoi judicieusement? Pourquoi je mets ça? Pourquoi judicieusement? Oui. Oui. Essentiel. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup. OK. Le cerveau travaille bien. C'est des connaissances essentielles. Si vous avez des connaissances que vous dites, ah, celle-là est intéressante, enlevez-moi ça de là. On veut juste aller à l'essentiel parce qu'on ne veut pas faire de bruit. Le cerveau a tellement d'efforts à faire comme ça que ce n'est pas la peine d'en mettre plus. On veut créer un environnement, on vient d'en parler, un environnement qui va les nourrir, qui va les mettre en situation d'apprendre. Puis, on veut aussi les accompagner avant la formation, pendant et après. Parce que l'activité d'apprentissage, c'est pas juste un temps, puis c'est fini, cocher, c'est fait, là. C'est pas ça qu'on veut. Il doit y avoir un continuum, ça doit s'installer dans une démarche complète dans l'entreprise. Alors, il faut se trouver des techniques andragogiques payantes. Je donne des exemples ici. Discussion, échange, résolution de problèmes, réflexion. Et ne faites pas l'erreur que font les experts de contenu qui me disent tout le temps « Ouais, mais il faut que je leur explique avant. » Non. Mettez-les en situation, faites-les souffrir, ajustez. J'espère que ça va rester en sortant. Créez un environnement de réflexion qui va présenter un défi, c'est pas un défi là, un défi ici, okay, qui va les forcer, qui ne les traitera pas comme des bébés cognitifs, okay, qui va les amener à se poser des questions en équipe, à discuter entre eux pour créer l'intelligence collective. Ça, c'est beau quand ça sort de toute beauté. Puis là, ils travaillent ensemble, puis là, ils se diffusent. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Si vous créez cet état-là, ensuite, vos équipes, vous les ramenez ensemble, puis là, vous faites un bilan du groupe. Qu'est-ce que tu as trouvé? Nous autres, on a trouvé ça. Ah oui, vous autres, non, pas pareil. Vous faites confronter ces idées-là, et après, seulement après, les experts peuvent enseigner. Et comme les apprenants découvrent peut-être 80% avec les 2 premières étapes, il reste une petite finition à faire, puis c'est tout. L'affaire est faite. Je vous le dis, l'expert travaille trop. Il est trop fin, trop gentil, trop généreux. Alors, le mot d'ordre, employez-vous à calmer vos experts. Évidemment, cette solution-là aussi implique que l'apprenant doit prendre ses responsabilités, il doit faire preuve de détermination, il doit manipuler l'information pour fabriquer ses connaissances. Et il doit se rappeler qu'apprendre exige toujours un effort, toujours. Oh, vous allez avoir on va vous faire parvenir le dossier après. Bon, principe numéro 2, on veut se centrer sur la tâche. Ça, c'est une autre affaire qui est drôle chez les experts. Ben, drôle. Je ne sais pas si vraiment c'est drôle. Étrange. Les experts, là, mettons un expert spécialisé en quelque chose. Okay? Il a appris sa tâche. Non, mais ça ne vient pas là. Il a appris sa tâche. Il est devenu bon dans sa tâche. Puis il était à l'heure des pâquerettes, là, parce qu'il était en train d'apprendre à bien la faire. Il est devenu super bon. Puis là, il y avait toutes sortes de connaissances relatives au comment travailler dans sa tête. OK? Puis là, il contrôle ça. Puis là, on dit, hey, toi, l'expert, gagnant. OK? Et là, il monte graduellement d'un cran, il devient l'expert. Et là, il s'intéresse aux connaissances théoriques. Fait que là, il va lire les théories de M. Machin, M. Machin, M. Machin, M. Machin. Puis là, il demande, veux-tu nous faire un cours? Parce que, tu sais, cette tâche-là, tu la maîtrises vraiment bien. Et là, l'expert, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les connaissances théoriques. Touche pas à ça. Non, mais c'est vrai. Ils veulent savoir comment bien faire la job. Pourquoi
tu les amènes les connaissances théoriques. Tu viens juste de les apprendre depuis 5 ans. Pas ça qu'ils veulent. Les gens, on a besoin de travailler de façon performante, de façon efficace. Et c'est ça qu'on attend de l'expert qui nous explique comment faire et pourquoi le faire. Puis les connaissances théoriques, plus tard. Votre responsabilité, c'est de ramener les experts à la pratique, ramener les experts pour les centrer sur la tâche. Ici, un exemple, gérer un projet. Okay, le participant, c'est capable de gérer un projet. Alors, l'expert va parler des méthodes de gestion de projet, l'avantage, les limites de chacun, le déploiement de ces méthodes-là et les outils de gestion de projet. Une journée. Je l'ai vu, ça. J'ai demandé à l'expert, tu apprends à la fin, ils sont capables de gérer un projet après une journée. Ben, je dis, ben oui. Je dis, non, je recommence. Ils sont vraiment capables de le faire. Elle dit, ben non. Je dis, OK, mais pourquoi tu mets ça dans l'objectif? Il dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette? Ben, il faudrait que tu écrives qu'il sera en mesure d'expliquer le processus de gestion de projet. Pas de le faire. Puis là, il me dit, ben oui, mais là, c'est pas vendeur. Ah! Je dis, voilà, c'est pas vendeur. Okay? Un objectif, son but, c'est pas de vendre. C'est d'annoncer l'état final à la sortie de la formation. Pas de la vente, là. On explique ce que ça va être. C'est un portrait de sortie de l'activité de formation. Fait que là, finalement, ben, il a fallu changer l'objectif. Alors, ce qu'il faut faire, je l'ai parlé un petit peu, c'est abandonner les quoi extraits comme les connaissances théoriques et centrer la formation sur les comment et les pourquoi. Là, vous avez une piste de sortie qui est là. À chaque fois que vous enseignez des quoi, c'est comme tellement inutile. Hey, ils sont patients, les apprenants. Ils pourraient lever la main et dire, oh, mais je vais faire quoi avec ça? Mais non, ils sont patients, ils ne sont pas critiques. Alors, on les amène comme ça à travailler, non plus sur des connaissances théoriques, mais dans la pratique, à travailler des comment. Un autre exemple, par exemple, la tâche planifier l'échéancier de projet. Ben moi, je demande à mon expert, comment tu fais ça? Ah, ben c'est facile. Je décompose en activités, je séquence mes activités du projet, j'estime les efforts, okay? Je détermine la durée, puis j'établis l'échéancier. Parfait, pas de souci. J'ai dit, c'est vraiment ça, planifier l'échéancier? Il me dit oui. Bon, ben, j'ai dit, c'est facile, le cours, ça va être ça. Et oui, le cours, c'est ça. La première unité d'apprentissage, ben, donc, on va décomposer le projet en activités. La deuxième, on va séquencer le projet. Alors, chacun arrive avec son projet. Ils sont en atelier de travail et ils font la vraie job. Fait qu'il faudrait dire aux experts, là, arrêtez de perdre votre temps à enseigner toutes sortes d'affaires. Vous voulez que ce soit cette tâche-là qui se vive, bien, votre cours, c'est cette tâche-là qui se vit pendant le cours, point à la ligne. Les experts, là, il y a tout souvent de monde qui me demande, tu sais, j'en parle beaucoup là, mais je les aime, mais... Non, c'est vrai, je les adore. Je les adore. Ce sont de beaux cerveaux, tout ça. Mais je m'excuse, ils ne sont pas spécialisés ni en andragogie, ni en pédagogie. Ça, c'est ma job. OK? Toi, ta job, c'est le contenu. On va travailler ensemble. Puis ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est qu'il faut qu'on fasse un cours de qualité qui va faire en sorte que quand ils sortent d'ici, bon, ce ne sera pas les meilleurs en gestion de projet, mais ils vont avoir des bases pour s'impliquer, pour commencer, pour partir. Faire un cours comme ça, c'est pas compliqué. Vous remarquez, la petite note en bas, vous ne l'avez peut-être pas. 3 demi-journées de travail, espacées de 10 jours, plus du coaching. Truc, espacé. Les neurosciences nous ont montré amplement, on a des études scientifiques là-dessus, qui disent, si ce n'est pas espacé, il y a foule là, ici, là, puis ça ne rentre plus. Okay? Il faut espacer parce qu'à chaque soirée, notre cerveau fait le ménage. OK? Il jette des choses qu'il ne trouve pas importantes. Puis attention, il peut jeter des choses que vous trouvez importantes, mais pas lui. Il fait un ménage, il organise la connaissance. Fait qu'il apprend pendant la formation. La nuit, il réapprend parce qu'il reclasse tout ça. Si vous espacez, grand bonheur, il va avoir le temps d'oublier. Et c'est ça qu'on veut.
on veut qu'il oublie. Vous laissez 10 jours. Entre-temps, il travaille avec son atelier de travail, son propre projet. Là, il y a des questions qui émergent. Et quand il revient pour le cours numéro 2, 10 jours plus tard, là, il attend son formateur. « Hey, j'ai des questions. » Mais oui, bravo, tu as des questions. Si vous faites votre cours en rafale, toutes les unes derrière les autres, vous ne pouvez pas bénéficier de temps de repos, le temps d'oubli, vous perdez ça. Et ça, c'est du gaspillage. En plus que vous surchargez, la surcharge cognitive, c'est un problème qui est bien connu. Donc, pour se centrer sur la tâche, on veut aller à l'essentiel. On fait réaliser la vraie tâche. On évite la surcharge cognitive. On les met dans l'action. Tu veux l'atteindre, l'objectif? Ben, tu vas le faire pendant que je suis là. Puis c'est pas moi qui va te dire comment faire. Tu vas le travailler, puis tu vas le faire. Puis on est à leur côté pour les guider, les aider. C'est vraiment un changement drôle, hein? C'est ça qui est difficile parce que l'apprenant travaille, le formateur guide. Pour l'expert, honnêtement, c'est un deuil. C'est un gros deuil à faire. Il faut le comprendre, ça. Il faut l'accepter. Il faut les aider. C'est pas facile pour eux parce qu'ils ont du plaisir à enseigner. Ils sont bons. Ils peuvent parfois même se mettre sur la tribune. OK? Être bon devant tout le monde. Okay? Ils aiment ça. C'est normal. C'est correct. OK? Mais en même temps, ce faisant, à chaque fois qu'ils parlent, les experts, ils privent l'apprenant de moments d'apprentissage. Parce qu'il prend sa place à l'apprenant. On n'a pas le droit de voler du temps d'apprentissage aux apprenants. Alors, il faut créer un environnement pour qu'eux aient l'occasion d'apprendre. Ça, c'est une parole de M. Réguillot. « Better be a guide on the side than a sage on the stage ». Je pense que c'est... Je n'ai pas été capable de la traduire parce qu'elle est trop belle comme ça. C'est vraiment ça qu'on veut à ses côtés. Mais ça suppose, vous remarquez, quand il est à ses côtés, il a préparé un environnement d'apprentissage, des problèmes à résoudre. On voit qu'il y a quelque chose qui a été fait, là. On ne parle pas d'un apprenant qui est tout seul, abandonné. On lui a créé un environnement pour qu'il puisse apprendre et s'approprier lui-même les connaissances. Principe numéro 3, laisser le temps. Je suis encore un petit peu. Alors, laisser le temps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Pourriez-vous donner ce cours de 2 jours en une seule journée? C'est ça. Comme dit un expert chez nous. Oui, madame, qui va parler 2 fois plus vite. Mais c'est ça. Parce que si vous n'avez pu le faire une journée, vous l'aurez fait. C'est simple de même. Bon. Fait que ça, c'est un petit peu... Ou encore, cette technique est bien intéressante, mais elle prend plus de temps que si j'enseigne. Oui, mais elle laisse plus de temps. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut, hein? C'est comme dans toute chose. Plus on donne de l'espace d'apprentissage, bien, ça prend plus de temps, ça prend un petit peu plus. Il faut les laisser aller, il faut les accompagner, mais en même temps, si les retombées sont meilleures, c'est tant mieux. Ou encore, j'aime ça beaucoup, si vous enleviez la section 1 et 4, le cours serait plus court. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait un objectif, là. 1, 2, 3, 4, 5, m'amener à mon objectif. Si j'enlève ça, ça ne marche plus. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a à propos du temps? C'est apprendre, c'est un processus laborieux. On n'apprend pas vite. On apprend lentement. Et je vous dirais, plus on apprend lentement, plus on va apprendre en profondeur. Le temps de créer des nouvelles connexions neuronales, c'est long. Les entretenir, répéter, oublier, se tromper, revenir, se retromper. Okay. Le temps d'arrêter et le temps d'y revenir encore une fois. Tout ça ne peut pas être quelque chose de super rapide. Fait que quand on veut développer des compétences, imaginez, les connaissances, c'est relativement simple. Les gens disent, je fais du micro-learning. Moi, je n'ai pas une idée. Pourquoi tu fais du micro-learning? Parce que c'est à mode? Parce que, je sais pas pourquoi tu fais ça. Déjà, la réponse n'est pas tout le temps claire, mais bon. Mais, mettons que la réponse est claire, on a pris cette posture-là parce que les gens n'ont pas le temps. Bon. Mais, si tu livres les connaissances en petits morceaux par du micro-learning,
ben, sois pas étonné après que le résultat soit une sorte de patchwork. C'est sûr, tu as livré des petits morceaux, mais tu vas récolter des petits morceaux. Et on sait que la compétence, c'est le contraire de ça. Fait que quelqu'un me dit, je fais du micro-learning parce que j'ai des nouvelles connaissances qui sont arrivées. OK? Je veux les informer de nouvelles connaissances dans le domaine. Bonne idée. Il y a un temps pour ça. Mais si on fait du micro-learning dans l'espoir de développer des compétences, ben on peut continuer d'espérer. Ça ne peut pas se faire. Imaginez la chirurgienne qui apprend son métier avec des micro-learning. En tout cas, moi, je suis mieux de ne pas être malade, puisque je trouve ça bien stressant. Fait que c'est compliqué. Construire des compétences, c'est long. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on pourrait faire e-learning pour développer les compétences? Non. Franchement, je ne vois pas. Je vois pas. Tu sais, développer une compétence, ça peut prendre beaucoup de temps pour bâtir la base de connaissances, développer les habiletés. Tu sais, on a vu dans les bagages, là, construire les connaissances, développer les habiletés, développer les attitudes. Et puis, il y en a une tonne dans une compétence. Faire ça en micro-learning, bonne chance. Et après, la compétence, c'est de s'assurer que tout ça travaille ensemble. C'est pas juste de les avoir dans sa tête. C'est de s'assurer que quand je travaille, ces choses-là se passent et arrivent. Puis elles sont là, les connaissances, puis j'en ai besoin, elles viennent, elles arrivent. C'est tout ça être compétent. Alors, ça ne se passera pas, certainement pas, avec des petits morceaux ici et là, des morceaux épars, ça c'est certain. OK, quatrième principe, la technologie. Ah, OK. Ça, j'ai fait cette image-là par IA, j'aimais ça. Il y a eu beaucoup de changements depuis Gutenberg, okay, du tableau noir jusqu'à l'IA. Il s'est passé des tonnes d'affaires. On est très sensible à la technologie. Ça, c'est comme la partie visible de la formation. Multimédia, ça, c'est la partie visible. C'est le show. Okay? C'est le support technologique qui nous permet d'être meilleurs dans nos formations. Mais imaginez, s'il n'y a rien en dessous, ça ne donne rien. Okay? C'est comme si vous faites un beau gâteau pour le mettre en vitrine, puis il est monté sur un cerceau de carton. Bien, c'est pas un gâteau. C'est un crémage. C'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'ensemble de l'œuvre soit parfaite. On veut que le gâteau soit délicieux et que le crémage le mette en valeur. Et c'est ça la technologie. Elle doit mettre votre environnement pédagogique en valeur. Pour le mettre en valeur, vous avez besoin d'IA. Allez-y, sautez dans l'IA. Pour le mettre en valeur, vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'un cahier puis d'un crayon. Prenez le cahier puis le crayon. Ce n'est pas important. Votre choix technologique doit mettre votre environnement en valeur, point à la ligne. Résister à l'appel des sirènes. OK? Et comme, l'IA, c'est cela. On se calme. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi j'irais là? OK? Alors, ici, on voit Socrate. OK? On va revenir à Socrate. Pardon. Qui enseigne. Socrate avait une grande qualité. Il n'enseignait pas vraiment, il posait des tonnes de questions. Même nos experts aujourd'hui ne sont pas capables de faire ça. Okay? Jamais Socrate utilisait des techniques transmissives. Socrate questionnait. Nos experts, qu'est-ce qu'ils font? Bien, eux autres utilisent des techniques transmissives, puis nos apprenants modernes, bien, ils essayent de prendre des notes. Fait qu'on a reculé depuis Socrate. Oh non, c'est pas une blague, là. Je suis très sérieuse. On a reculé. Socrate était en 432 avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là. Okay? Et là, on est rendu en 2024 maintenant, et on est moins performant quand un expert est laissé seul et qu'il n'est pas guéri. OK, mettons ça, c'est important. Non, mais c'est vrai, il faut l'aider. Un expert qui fait son cours tout seul, OK, ben, il est moins bon que Socrate. C'est pas rassurant, là. OK, je suis contente que ça vous fasse rire. Je suis pas sûre. OK, fait que ce qu'on veut, au fond, c'est créer des environnements qui vont être capables d'exploiter les avancées qu'on a du point de vue andragogique. On sait depuis Piaget qu'on a des pistes théoriques. Après ça, on a des données probantes. Puis ce qu'on veut,
c'est modifier la posture, la relation entre le formateur et l'apprenant. Pour que le formateur aille à l'écart et laisse le plus de place possible à l'apprenant pour qu'il s'auto-apprenne. C'est ça qu'on veut. Mais, malgré tout, les experts continuent à utiliser des techniques qui sont obsolètes. Ça fait pas longtemps que je me donne le droit de dire ça. Okay? Puis... oh, merci! Mais, puis il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des experts qui sont super bons, j'en connais. Okay? Mais des experts qui n'ont jamais eu cette réflexion pédagogique-là, les experts qui n'ont pas eu la réflexion pédagogique, la plupart du temps, ils sont très classiques puis ils sont là-dedans. Alors, on n'arrête pas de me dire que ça achève. J'ai fini, bien. Alors, la technologie doit être au service de votre démarche pédagogique, mais elle ne doit pas se supplanter et essayer de compenser pour une approche andragogique, pédagogique faible. La technologie n'est pas une solution. Elle est juste un aide, un support, un accompagnement à la valeur technologique, à la valeur pédagogique. Voilà. Alors, vous avez peut-être des questions à ce point-ci? Merci Françoise. Il y a un micro dans la première allée. Pour ceux qui sont ici plus proches, je peux vous prêter mon micro aussi là, sans vous lever. Juste à lever la main, je vais aller vous voir. Est-ce qu'on peut vous envoyer parler au ministre de l'Éducation? Il qu'il m'écoute plus. Oui, j'écoute. D'abord, merci pour la belle présentation. C'était très éclairant. En fait, la question que je me pose pour avoir cette approche-là, cette vision de la formation et de l'acquisition de compétences, c'est comment faire pour mettre l'apprenant en action? Un apprenant qui était habitué à rester immuable ou statique, puis dans l'attente qu'on lui verse tout. Bon, c'est pas évident parce que l'apprenant, quand on a cette approche-là, où on le met en action, on le fait forcer, par moment, il va se désengager, puis il va se trouver pas, il va dire c'est qui peut me donner ma réponse rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il reste avec nous dans cette démarche-là? Moi, je pense que l'important, c'est de lui proposer des défis, okay? Mais des défis qui sont rattachés à son travail. Tu sais, pas un défi, de poser un problème compliqué. Tu es ici pour un cours qui porte, par exemple, sur la gestion de projet. Voici le défi que je te propose en partant. Puis compte pas sur moi de te donner la réponse, là. Vous êtes en équipe de 3 et je m'attends à ce que tout le monde revienne avec des réponses. Il faut les rusher et c'est vrai qu'il faut les habituer à ce changement-là et leur montrer que le formateur n'est pas un puits de réponse. Puis tu me poses une question, je vais te répondre par une question. C'est simple de même. Les fais travailler, puis quand ils ont travaillé un certain temps en équipe, ramène tes équipes en groupe, et là, va chercher qu'est-ce qu'ils ont sorti. Et ça va être étonnant de voir jusqu'à quel point ils vont avoir presque tout trouvé, tout seul. Il faut vraiment... La conception du cours n'est plus la même. C'est la conception, c'est pour ça que je donne un cours là-dessus. Là. C'est la conception ne se passe pas de la même façon. Il faut être absolument dans une perspective, qu'est-ce que je vais leur faire pour les rusher? Et les rusher juste assez pour que ça soit un défi, mais pas trop pour ne pas les décourager. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond bien. Mais en fait, en contexte de coaching 1 à 1, oui. Ça serait à ce moment-là de créer une communauté, j'imagine. Oui. Ça peut être ça. OK? Ça peut être ça. Ça peut être de leur donner des questions à résoudre pour la prochaine rencontre 1 à 1. OK? Des réflexions à faire, un journal de bord à tenir et à venir discuter. Et qu'il y a tout ce travail-là à faire. Il faut être créatif. Et la créativité ne consiste plus à se demander comment je vais transmettre la connaissance, mais plutôt qu'est-ce que je vais faire pour qu'il la découvre. C'est ça qui est le petit truc à faire. Correct? OK. Venez me voir si c'est pas assez clair. Oui? Bonjour Françoise, bien, merci d'abord d'avoir partagé votre contenu. J'étais avec différents participants, puis tout le monde disait à quel point on était heureux que quelqu'un de votre notoriété participe à cette conférence-là. Puis je pense que Jean-Philippe a vendu la mèche, ça fait quelques années que vous êtes dans le domaine.
Un petit peu. Merci de porter le flambeau. Les messages que vous lancez, ça fait du bien de les entendre, même s'ils ont été répétés. Petite question sur, de façon très pragmatique, nos experts de contenu, on les aime tous, comme Oui, vous dites. On essaie de changer certains plis qu'ils peuvent avoir. Puis le message que vous dites, j'aurais personnellement la facilité à le présenter, mais l'adhésion après ma barre d'experts de contenu qui sont dans leur confort, leur situation confortable d'experts, de transmettre. Avez-vous des trucs, là c'est une question à 1 million, j'en suis très conscient, mais avez-vous des trucs au-delà de le bienfait andragogique que vous dites? Qu'est-ce qui vient influencer, selon vous, les experts de contenu? Là? Moi, j'aurais le goût de dire que ça prend un engagement de l'équipe. Ça peut être l'engagement des gens qui embauchent les experts de contenu, mais il y a quelqu'un dans la boîte qui doit dire « Hey, on s'en va là maintenant. » OK? Puis si tu veux continuer avec nous autres, on va t'aider tant que tu veux, mais c'est là qu'on va. Et si ça ne se passe pas, et c'est la beauté de ce qu'on a vécu chez Techno. Cyril et moi, là-dessus, on était costauds, tenaces. Il y a eu de l'attrition, c'est correct. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, et c'était clair d'emblée. Nous, on veut aller vers des formations engageantes, des formations où les gens sont obligés d'apprendre parce qu'on leur a fait un environnement où il faut qu'ils apprennent. T'sais. Et ils sont attachés à ça, puis maintenant, il y en a qui ne voudraient plus changer. Là. Ceux qui sont là maintenant, ils ne reculeraient plus. Puis, tu sais, c'est facile de donner des cours comme ça, tu travailles bien moins. L'apprenant travaille, puis tu regardes aller, c'est le fun. Comme dit mon chum, quand je donne un cours à distance, puis que je monte, je lui demande, veux-tu un café? Ah, il dit, tu donnes un cours ce matin. Mais c'est ça quand même. Ça répond un petit peu. Mais je pense que c'est vraiment la question de l'engagement de la direction. Ce que je comprends aussi, c'est que tous les experts de contenu ne vont pas se conformer non plus à cette vision. Non. Ça, c'est certain. Il va y avoir probablement, d'après moi, un 15-20% qui pourront pas. C'est correct. D'autres questions? Oui, une petite question ici. Ben, c'est en complément direct, même que j'ai quasiment honte de la poser. Mais au-delà d'imposer, disons, une vision aux experts qu'on adore aussi, ils ont travaillé des années pour attirer le spot sur eux, sur leur expertise, sur leur connaissance. Donc, du jour au lendemain, je brille de toute cette expertise-là, mais on me demande de retourner le spot sur les apprenants, ce que pédagogiquement, je comprends, j'endosse à 100%. Mais comment les amener à adhérer? Quelle phrase clé leur dire pour les amener à faire ce changement-là et qui va être le mieux pour tout le monde, mais qui, pour eux, c'est une très grande perte, si on veut, de lumière. J'ai une question qui est peut-être violente, mais qui devrait marcher. Je réponds. Bon, vous faites de la formation aussi. Pour qui vous faites ça? Pour vous ou pour eux? C'est facile. S'il dit pour eux, regarde, prends le moyen qu'il faut. Si t'as fait pour toi, ben là, c'est mais je le sais, oui. Je l'ai fait, ce changement-là, parce que dans une vie antérieure, j'ai été formée en chimie. J'ai fait un bac en chimie. Après, j'ai enseigné la chimie 3 ans. Je faisais ça transmissif, magistral. Je ne connaissais rien d'autre. Au bout de 3 ans, je les ai regardés, mes étudiants. Je me suis dit, mais mince, il ne se passe rien dans leur tête. Arrêtez tout ça là. OK? Ou j'arrête. OK? Je suis capable. Écoute, ça m'est arrivé, je m'en rappelle, un jour de printemps. Ça m'est arrivé, je capotais. Ils font rien, ils font du streaming. Fait que là, ou j'arrête, ou je change. Et j'ai changé. Et j'ai fait, avec un collègue, une méthode d'auto-apprentissage de la chimie. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont connu ça. Et les étudiants, on en vendait 15 000 livres par année au Québec. C'était beaucoup de monde, ça. Et les étudiants s'auto-apprenaient à 2. Okay? S'auto-enseignant à 2. Puis moi, je faisais rire. Des fois, je répondais à des questions. Ça fait que ça peut se faire. Et moi, quand j'ai changé pour ça, je me suis dit, OK, c'est triste. Je perds le spotlight. Mais regarde comment est-ce qu'ils sont. Puis il faut. On est là pour l'apprenant. Je pense que c'est juste là la réponse. Merci. Okay. Une petite dernière? Alors, je suis une experte de contenu. Comme on les aime. La raison pour laquelle je
Puis, si vous voulez savoir comment nous convaincre, mais je suis déjà convaincue, mais vous pouvez venir me parler dans le break. Mais merci, moi j'apprends, puis je vais laisser de la place à l'apprenant, ça va me faire plaisir, parce que mon but, c'est qu'il passe puis qu'il fasse de quoi de bon avec. C'est pas qu'il l'oublie. Alors, c'est vraiment l'objectif qu'on a. Fait que je voulais juste dire.